Alors bonjour à tous et bienvenue du coup à cette webconférence qui portera aujourd'hui sur le Toyota Production System. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Camille Lambert, je suis chargée de projet marketing digital au sein de la société XL Group. Et aujourd'hui, nos deux animateurs seront donc Éric Huguer, président chez XL Group, et Cyril Bourgeon, consultant et manager. Eh ben, Alors, bonjour à tous. voilà. Alors pour commencer, quelques petites règles. Donc pour le confort de tous, vous avez pu voir que vos caméras et vos micros sont coupés. Ça permet aux personnes qui ont un petit peu moins de connexion de pouvoir suivre la webconférence correctement. Pour ce qui est des questions, vous pourrez les poser tout au long de la session. Donc vous avez le petit module de conversation où vous êtes tous en train de nous dire bonjour, où vous pourrez du coup poser vos questions et les animateurs essaieront d'y répondre au fil de l'eau. Ensuite, pour ce qui est des slides et du replay, vous recevrez un mail normalement lundi dans la journée avec tous ces éléments. Brièvement, avant de commencer dans le vif du sujet, je vais vous présenter la société XL Group. Alors, nous sommes un cabinet de conseil et de formation spécialisé dans le domaine de l'excellence opérationnelle. Nous sommes implantés en France depuis plus de 30 ans et nous avons une antenne à Paris, Grenoble, Reims, Lorient et à Lille. Et nous avons également une filiale en Suisse depuis 2014. Voilà, écoutez, je ne vais pas en dire plus et je vais maintenant laisser la parole à Cyril et à Eric et je vous souhaite à tous une excellente webconférence. Merci Camille. Bonjour à toutes et à tous. Bien, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Voilà, on va passer une heure ensemble pour faire un peu de philosophie. On va essayer de prendre un peu de hauteur et de contextualiser un peu deux, trois choses qu'on essaye humblement de mettre en œuvre depuis à peu près de 35 ans dans les entreprises. Et on va commencer ce moment de philosophie par un peu d'histoire, mais alors on va faire court, je vous rassure. Et puis on va rentrer aussi un peu dans c'est quoi ce fameux système de production Toyota. Et donc ces grandes bases. On va rentrer ensuite, on va parler de la philosophie. Alors, on va très peu parler d'outils, hein. Donc, si vous êtes venu chercher des outils, vous allez comprendre comment on va en passer. On va assez peu parler d'outils, mais on va surtout parler de pourquoi on fait les choses et quel est le sens de tout ça, parce que ça, c'est le leitmotiv, c'est donner du sens. On va rapidement, parce que vous allez voir, on parle TPS, après on parle Lean, de se dire, bon, le TPS et le Lean, est-ce que c'est différent, est-ce que c'est pareil? Le suspense sera au paragraphe 4. Et puis, le TPS de 1950 est-il soluble dans 2022 et plus y affinité? Eh ben, on se posera la question avant de conclure cette heure de conférence. Alors, un petit peu d'histoire ne nuit pas, parce qu'il est toujours important de connaître le passé pour envisager le futur. Et donc, alors je ne vais pas remonter à 1720 qui est le début de l'ère industrielle, mais au début du siècle, on va retrouver Ford qui fabrique ses Ford A à partir de 1903 et les Ford T 1908. Ford qui va amener finalement la notion de standardisation de pièces et puis d'optimisation du travail. Alors, pour rien vous cacher, pour les Ford T, il valait mieux commander un modèle noir. C'était quand même préférable, sinon il fallait prévoir quand même un peu un délai. Et puis arrivé après, on va dire Taylor, qui lui est parti plutôt dans les méthodes de planif et puis vraiment l'étude des temps. Tout ça a amené la ligne mobile en 1913, qui a fait que la Ford T a multiplié la production par 8. Donc, cette ligne mobile a amené ces notions d'équilibrage de temps et de diminution de déplacement. Donc là, on a fini, hein. L'ère de l'artisanat est passée, c'est-à-dire qu'on a commencé cette transition de passage de l'ère à l'industrie, c'est-à-dire que l'artisanat avec un grand A, c'est une personne, une qualité, un délai.
Et là, on va essayer de rendre au client un produit stable et une stabilité dans la production et les délais qu'on veut lui apporter. 1923, Ford, c'est déjà plus de 2 millions de voitures. Ensuite arrive la saga de la famille Toyota. Donc, Seikichi Toyoda, qui, comme tout le monde le sait, fabriquait des métiers à tisser, a, a commencé d'automatiser ces métiers à tisser en se posant la question, pour être plus productif, ce serait bien qu'il ne s'arrête pas. Donc, finalement, il a quand même mis les premières bases du SMED. Et puis, accessoirement aussi, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion déjà de voir des métiers à tisser industriels où il y a des centaines de bobines de fil. Se dire, tiens, c'est quand même bizarre. Si j'ai un fil qui casse, c'est plus un métier à tisser que j'ai, c'est un métier à rebut. Donc, à mettre en place des systèmes pour arrêter les métiers à tisser s'il y avait des fils qui cassent. Et donc, on commence à avoir quelques préceptes qui se mettent en œuvre avec ces notions de SMED et puis ces notions de qualité. Parce qu'on peut toujours le rappeler en aparté que le premier axe de productivité, ça reste quand même la qualité. Avant-guerre, en 1937, Kishiro commence à mettre la branche automobile avec les premiers principes de juste à temps, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire en sorte que les pièces soient bonnes avec le matériel dispo au bon moment à la bonne place. Donc on va avoir quelques principes qui se mettent en place. Et puis après-guerre, Toyota, et comme le reste du Japon, est un peu à refaire. On va retrouver quand même un besoin de production avec beaucoup moins de main-d'œuvre, beaucoup moins de matières premières, et on va commencer de se poser la question d'avoir un autre style de production. En dédommagement de guerre, les Américains ont fourni au Japon la méthode Ford, qui a intrigué un peu Toyota au début, puisque finalement, leur marché, faire des lignes de production pour produire 2 millions de voitures, ça ne correspondait pas vraiment aux standards japonais ni aux besoins du consommateur. Et donc, ils se sont dit, on va commencer de monter notre organisation un peu différemment, plutôt que de leur pousser, on va commencer de parler de gros mots, mais de leur pousser nos modèles, on va regarder un peu quels sont leurs besoins et de faire juste ce qu'ils ont besoin. 1900, après 50, on va avoir l'arrivée de Taishi Uno qui va commencer de mettre en place les concepts de Kanban, de cadencement et puis ces notions de Handon, c'est-à-dire de laisser la possibilité, voire donner l'obligation aux opérationnels d'arrêter la production en cas de défaut. Donc on commence à voir ici les grands préceptes du TPS qui finalement a été factualisé dans les années 50. Et puis après les années 50, en 1980, General Motors s'est fait rattraper par Toyota en termes de volume. Et donc là, les Américains se disent, tiens, on va quand même retourner voir ce qui se passe au Japon. Et donc, James Womark et puis quelques collègues du MIT retournent voir ce qui se passe pour comprendre comment, en 3 ans, Toyota a pu se remettre sur les rails. Et donc, c'est ici qu'on va commencer de conceptualiser la notion de lean dans le bouquin de The Machines That Change the World. Voilà, donc, et 2007, Toyota devient le premier fabricant mondial devant GM. Depuis, le lean est parti dans beaucoup de préceptes différents. C'est étalé vers le service, vers la construction, vers l'IT, vers tous les domaines possibles, puisque c'est ce qu'on va développer après. Vous allez voir que ce n'est pas
uniquement quelque chose qui est fait pour le manuf et l'automobile, parce que c'est avant tout le TPS, une philosophie de travail. Alors, ce TPS est basé sur quelques grands points fondamentaux. Comme on a pu le voir, les deux piliers du TPS sont cette notion de juste à temps, avec des concepts de takt time. Alors, le takt time, je vous rappelle, c'est le rythme de la demande client. C'est est-ce que notre entreprise est capable de fournir le client à la vitesse où il veut. Ces notions d'équilibrage, de flux continu et de flux tiré. Et puis l'autre pilier, c'est le pilier du JDOKA. Alors, c'est le pilier, on va dire, de la qualité quelque part, où on va s'attacher à fiabiliser, à garder de la régularité et cette notion de bon du premier coup, qu'on développera un peu plus tard. Au milieu de ces piliers, il y a les personnes, où on va non seulement travailler avec les personnes pour faire évoluer leurs environnements de travail, mais quelque part, travailler sur leur motivation et il y a un peu cette décentralisation du pouvoir, entre guillemets, pour augmenter la responsabilisation des collaborateurs par rapport à leur environnement proche. Là, autant dire qu'on est en plein dans l'activité de recherche de sens pour les collaborateurs, augmentation de la motivation. Je pense que c'est un vrai sujet d'actualité qui date des années 50, mais qui est toujours vraiment dans l'air du temps. Alors, ces piliers, pour qu'ils soient stables et à la même hauteur, il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre. Ils sont posés sur quelques basiques. C'est du lissage, ça veut dire qu'on va tendre à envoyer à la production ou au système quelque chose de lissé, c'est-à-dire on va essayer de faire en sorte d'enlever les à-coups dans l'organisation de production. Il y a un truc qui est très souvent oublié, c'est que c'est posé sur des bases de travail standardisées. Il y a des règles. Et pour ceux qui ont eu la chance, comme nous, de visiter les usines Toyota, le travail standardisé n'est pas qu'un concept, c'est une réalité de tous les instants qu'il vaut mieux appliquer, sinon c'est plus compliqué. Donc il y a une vraie notion de travail standardisé. Et puis cette notion de Kaizen, c'est-à-dire d'amélioration continue, permanente, et qui est dans les gènes du quotidien. Et pourquoi faire en fait tout ça? Le but, c'est d'avoir le bon produit, la bonne information, le bon service, peu importe l'environnement dans lequel vous évoluez, au bon moment, avec le bon niveau de qualité et de performance pour assurer finalement le meilleur coût pour le client et l'entreprise. Et alors, il y a un petit détail qui n'en est absolument pas un, c'est en fonction des différentes entreprises dans lesquelles vous pouvez évoluer, chacun dans les entreprises, on va retrouver des temples, des maisons de l'excellence opérationnelle, du Lean, du TPS, etc. Ce qui est quand même très important, c'est ce qu'il y a au-dessus. En fait, tout ça se fait pour la satisfaction du client. OK? Donc, si vous voyez l'actionnaire au-dessus, il y a peut-être un biais de pensée que je vous invite à explorer. Donc, finalement, on va s'attacher à concevoir les bons produits dès le début pour les produire bons et qu'on n'ait pas des choses mal nées avec qui on va vivre. On va acheter de façon optimisée. Alors, à chaque fois qu'on dit optimiser, ça ne veut pas dire le moins cher, hein. On va essayer de produire sans gaspillage, sans défaut de qualité, pour finalement réduire nos délais. Donc, on parle souvent de temps de traversée. Et puis, quelque part, minimiser les stocks et les encours, pas seulement d'un point de vue que financier, parce que ça coûte cher, mais c'est un lien direct avec ceux qui ont quelques notions de flux, avec cette notion de délai et de flexibilité de notre entreprise. Donc, on va s'attacher un peu tout ça. On va s'attacher à tout ça, finalement, dans le quotidien de l'excellence opérationnelle, dans le quotidien du livre.
On oublie souvent que pour faire ça, il faut finalement essayer d'évoluer avec un système stable. Ça veut dire que les dirigeants doivent envoyer de la stabilité dans le système. Eric, tu veux nous en dire un peu plus sur cette notion de stabilité? Merci pour la transition et ce sujet facile. En fait, ce qui peut paraître un peu, je dirais, paradoxal, et surtout quand on regarde un petit peu le monde dans lequel on évolue, aujourd'hui, il y a un acronyme qui est assez usité, qui est le monde VUCA, volatile, incertain, complexe, ambigu, et on ne peut pas dire que on soit dans un environnement dit stable. Pour autant, il y a certaines activités qui sont, je dirais, instables et dont la prévision est tout à fait difficile. Je pense toutes les activités, je dirais, commerciales. Il est difficile de prévoir les comportements des acheteurs, le comportement des clients. Pour autant, vous avez des unités de production, des unités logistiques qui doivent être flexibles et réactives, certes, agiles aussi, comme on dit maintenant, mais pour autant, il nous faut quand même une certaine stabilité sur une période donnée pour ne pas perdre tout le monde. Donc la difficulté, et c'est peut-être aussi un paradoxe, c'est qu'on doit concevoir des systèmes qui sont super agiles, où il faut répondre pour hier, au moindre coût, avec des services à valeur ajoutée. Mais pour autant, il faut quand même concevoir pour que les gens puissent s'y retrouver quelque part, s'aligner, prennent le temps de partager un certain nombre de standards. Il nous faut quand même construire un système relativement stable. Donc là, voilà, il y a pas forcément de réponse immédiate sur le sujet. Je pense que par rapport aux années 50, on est là sur peut-être voilà, une difficulté d'adaptation de ces différents modèles, tout simplement parce que le monde est ce qu'il est et évolue quand même sur certains aspects vers une certaine, on va dire, turbulence. Je peux passer le slide. Alors, euh, on va essayer là de donner les quelques principes, je dirais, de ce qu'on appelle la pensée lean. Tu peux passer le slide. Ouais. En fait, quand on nous demande souvent, mais le lean ou le TPS, c'est quoi en fait? C'est quoi? Est-ce que c'est une stratégie? Est-ce que c'est une philosophie? Est-ce que c'est un état d'esprit? Est-ce que ce sont des méthodes? Ou est-ce que ce sont des outils? Alors, vous prenez 10 consultants, on va peut-être avoir 10 réponses différentes, mais en fait, il y a quelqu'un qui je dirais, a assez bien conceptualisé, on trouve, la pensée Toyota, le chemin Toyota. C'est un bouquin qui est assez connu, qui est assez répandu, qui est le Toyota Way, qui a été écrit par Jeffrey Licker, et en fait qui essaye de donner en fait une réponse à ces différentes questions. Et on a souvent l'acronyme des 4 P. Donc, les 4 P comme philosophie, process, people et problème. Et quelque part, et c'est un peu nous, notre croyance chez XL, c'est que le TPS ou l'amélioration continue, c'est d'abord un état d'esprit et une philosophie. Et c'est aussi une croyance. Il y a un peu, allez, osons dire, un peu une spiritualité là-dedans. C'est-à-dire, c'est vraiment un principe d'organisation d'entreprise qui s'appuie donc sur des concepts, sur des philosophies, mais aussi sur des valeurs réelles. Ça, c'est le premier P. Le deuxième P, c'est les process. Parce que, au-delà de la philosophie et de l'état d'esprit, si on n'a pas dans nos boîtes, je dirais, et dans tous les domaines confondus, des process qui sont efficients, c'est-à-dire, on va dire, efficaces au moindre coût, avec le moins de gaspillage possible, si on n'a pas ce type de process, que ce soit en amont, sur les process de vente, sur les process de production, sur les process financiers aussi, pour lesquels il est important de produire des résultats, des comptes de résultats et des bilans relativement fiables et rapidement, enfin tous les process qu'on peut trouver en entreprise, il est important de travailler en fait sur ces questions-là en éliminant les gaspillages. Mais les process tant que tels ne valent rien sans les hommes et les femmes qui
quelque part, les constitue. Comme ils disent chez Toyota, c'est celui qui sait qui fait, c'est celui qui fait qui sait, plus exactement. Et là, on est bien sur l'ancrage des différents collaborateurs, le développement des collaborateurs, parce que vendre des voitures, c'est bien, mais développer les gens, c'est pas mal non plus. Et en fait, là, il y a vraiment un ancrage assez fort du développement des personnes. Et ça nous amène au 4e P, qui est en fait le problème. Et certains penseurs Lean, et nous y adhérons en quelque sorte, le Lean, c'est aussi une façon de résoudre les problèmes en développant les personnes. C'est-à-dire qu'il y a une notion d'apprentissage. En fait, c'est un système qui va permettre d'apprendre sur soi-même et d'apprendre sur nos difficultés, sur nos dysfonctionnements. Donc, vous voyez qu'en fait, les 4 P, la philosophie, bah, c'est un peu voilà, une stratégie, une philosophie. Le process, bah, c'est quelles sont les méthodes et outils qu'on va utiliser pour réduire un peu les gaspillages. Et puis ça se fait bah, avec les gens, voilà, les gens de terrain et l'ensemble des collaborateurs qui sont tous unis, je dirais, pour être en mode de résolution de problèmes. Voilà sommairement, je dirais, résumé et très rapidement la pensée Lean qui est exprimée dans le Toyota Way. Et ce qu'on vous propose maintenant, c'est d'éclater, entre guillemets, ces 4 grands principes, philosophie, process, people et problème, en 14 sous-principes. Alors, là, le premier principe, c'est que quand on essaye d'aborder en fait une transformation organisationnelle, une transformation Lean, il y a quand même donné du sens. Alors, on peut dire qu'on fait ça pour baisser les coûts et réduire les stocks. Bon, ou améliorer la qualité. Peut-être, mais il y a un sens qui doit être donné au fait que l'ensemble des collaborateurs doivent adhérer véritablement à une stratégie qui soit claire et qui soit partagée et qui soit alignée. Et se sortir de la financiarisation court terme à objectif rentabilité des capitaux propres. Voilà. Alors ça, c'est notre position. Je sais que de temps en temps, vis-à-vis de direction générale, c'est un peu raide, mais je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas être rentable et profitable. Je suis en train de dire qu'il faut réconcilier l'économique et le social et que quelque part, la vision, enfin, après ça c'est notre vision et on respecte qu'il y en ait d'autres, mais notre vision c'est que la financiarisation court terme et la recherche à tout prix de la rentabilité des capitaux propres peut être un frein à des programmes de transformation qui doivent donner du sens à l'ensemble des collaborateurs et qui doivent être, je dirais, portés avec une notion de moyen-long terme. On parle souvent dans le Lean de SQDC, sécurité, qualité, délai, coût. Le coût, il est à 4e place, non pas parce que c'est un hasard, c'est parce qu'on considère que la baisse des coûts, qui n'est pas, je dirais, un gros mot, mais et encore, faut-il s'entendre sur quel coût on parle, mais est une conséquence en fait des actions d'amélioration que l'ensemble de la boîte va pouvoir mener. Voilà un peu ce qu'on entend par la pensée sur le long terme, parce que il est important, enfin il nous semble important d'avoir là cette fois-ci une vision partagée et une adhérence par rapport aux différents projets d'entreprise. Cyril, tu prends. Et c'est vrai que tu parlais tout à l'heure de stabilité. Finalement, penser à long terme, c'est quelque part aussi envoyer de la message de stabilité aussi voilà, au sein de l'entreprise. Le deuxième P des processus, je vais revenir sur cette notion, c'est les processus qui font le résultat. Et ça, c'est quand même assez fondamental. Ce n'est pas les people et forcément les personnes. Si vos processus tiennent uniquement grâce aux personnes, vous vous rendez bien compte que potentiellement vous avez un souci. Mais les processus doivent être suffisamment fiables et stables pour finalement avoir de bons résultats à la fin. Donc, on va parler de fluidité, c'est-à-dire essayer d'optimiser les processus. Alors, on parle de pièce à pièce, mais on peut, cette notion, ça va être d'éviter, de réduire les tailles de lot au maximum, d'éviter
les grands batchs de fabrication, que ce soit pour du manuf, mais aussi pour du service. Dans les flux de service, on dit tiens, j'ai mes commandes à passer, je les passe vendredi après-midi parce que c'est le moment où je passe mes commandes et toutes les commandes de la semaine, je les fais là et d'un seul coup, bon, on envoie des grandes vagues dans le système et finalement, on va s'auto-générer un certain nombre de stocks et d'encours et, et finalement, ces stocks et encours ne sont qu'un moyen de planquer les dysfonctionnements. Ça, c'est des choses qui sont importantes et qui vont faire le lien avec ces notions de flux tiré pour éviter de faire des tas et des encours. On va aller chercher du flux tiré, c'est-à-dire produire juste ce que demande notre client et pas plus. Donc, on va essayer de produire juste ce qu'il produit, mais en faisant un peu de tout tous les jours, hein, pour garder cette notion de fluidité. Et dans ces outils de flux tiré, le flux tiré n'est qu'une façon non seulement et pas seulement logistique, il ne faut pas le voir que du côté logistique de cette notion. Le flux tiré est un vrai moyen de faire apparaître les dysfonctionnements d'une organisation. Quand vous allez produire juste ce qu'on demande en limitant la taille des lots, eh ben, ça va vous obliger à être bon. Parce que les grains de sable, les dysfonctionnements vont mettre le système un peu en déséquilibre. Et donc, comme on dit souvent, chic, un problème, une opportunité d'apprendre et de résoudre et d'améliorer le système. Donc, c'est des choses qui sont importantes par rapport au flux, au processus, mais dans la philosophie du pourquoi se faire, c'est des choses qui vont nous apprendre à voir. Et ça, c'est vraiment une phrase qui fait partie de mon vocabulaire quotidien, c'est apprendre à voir quoi? Des problèmes, chic, un problème, une opportunité d'apprendre. Donc, c'est tout un tout, et toutes ces philosophies, ces principes sont au service de ça, à chaque fois. La production constante et lissée, on disait, c'est envoyer de la stabilité, c'est vraiment faire en sorte d'envoyer des signaux stables aux producteurs pour leur demander pour les mettre dans une zone de confort dans tout cet univers incertain. Donc, on va essayer d'envoyer des informations stables, quitte à se créer un client interne qui va filtrer. Donc, on voit ça, pour ceux qui aiment bien les termes, c'est les notions de Hinduka, donc ces notions de production lissée et constante. Et donc, on va se créer un environnement idéal pour que les producteurs soient dans un environnement stable. Donc, cette notion de stabilité, on la retrouve ici de façon un peu moins macro que tout à l'heure, mais le lissage va nous permettre de limiter ces variabilités. C'est un énorme challenge, hein. Tout en gardant la variabilité de ce que va nous envoyer notre client, d'essayer d'avoir le filtre pour qu'en interne, on ait quelque chose de stable. Ça, c'est un vrai challenge, mais qui a des enjeux très, très importants. On a une question pour toi. On peut peut-être. Quelles sont, selon vous, ouais. les conditions préalables pour se lancer sur les premiers temps en flux tiré? Alors, moi, j'ai appris le Lean sur le terrain sans formation, et donc en faisant tous les trucs possibles et inimaginables. Donc, en fait, un flux tiré, il faut avoir au préalable travaillé sa qualité et ses variabilités. Si vous voulez mettez un flux tiré dans un environnement instable, vous êtes à peu près sûr que ça ne marche pas. Alors, ça peut marcher, mais vous allez avoir toute une équipe de compensateurs de problèmes qui va apparaître et de gens qui vont se mettre à courir et à compenser le système. Donc, il faut limiter au maximum la variabilité, le flux tiré et se mettre dans un environnement à peu près stable. Vous avez une image, parce que le flux tiré, Oui. en fait, s'apparente aussi, dans certains cas, à une minimisation, je dirais, des encours.
Et vous avez une image qui est assez sympa et qui permet de bien comprendre ça, c'est-à-dire qui est assez connue dans le monde dans le monde de l'amélioration continue, c'est-à-dire que vous avez l'entreprise où l'organisation est un bateau, et puis vous avez un niveau d'eau qui correspond, on va dire, le niveau de stock ou les encours, et puis vous avez des rochers. Les rochers, c'est la variabilité, c'est la non-qualité, c'est les dysfonctionnements. Et si vous commencez en fait à tirer vos flux, à baisser vos encours, alors que vous n'avez pas travaillé sur vos rochers, l'entreprise va les fracasser sur les rochers. Voilà. Je l'ai vécu, enfin, pas Moi aussi. l'entreprise, mais je l'ai vécu personnellement lorsque j'ai eu passé quelques temps en pharmacie. À l'époque, en pharmacie, on avait des stocks pléthoriques. Donc, évidemment, comme le flux tiré était à la mode, on est passé au flux tiré, sauf qu'on a fait ça comme des amateurs. Et je peux vous dire que d'un monde de surstock, on est passé à un monde de rupture. Donc, Ah, ce que dit Cyril est complètement exact. Bon, les conditions préalables, c'est l'envie, la croyance que, effectivement, d'inverser le flux, on va améliorer le lead time, la réactivité, l'agilité en mieux travaillant. Donc, il y a déjà une croyance par rapport à ça. Et après, oui, c'est clair, il faut quand même que la notion de variabilité, la notion de qualité, en fait, il faut quand même que les processus, notamment le processus industriel, soient quand même relativement bien maîtrisés. Sinon, ça va être très Et, compliqué. et du coup, les préalables, quelque part, c'est d'être dans un environnement à peu près fluide, d'avoir réduit ces tailles de l'eau, puisque du coup, je vais faire la transition avec la question suivante sur le flux tiré et le flux tendu. Le flux tiré, ce n'est jamais que produire en fonction de la demande client, mais euh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va tirer, tirer un flux ne réduit pas les stocks. Tirer un flux produit en fonction de la demande client. On va mettre des stocks parce qu'on a des problèmes, parce qu'on a des variabilités d'appro, parce qu'on a des variabilités de qualité, parce qu'on a des pannes de machine, on se couvre avec des stocks. Mais rien n'empêche de tirer un flux Avec des très encours. variable auquel on aura sécurisé tous nos aléas par du stock. Donc en gros, bon, on peut tirer le flux dans ces conditions-là, sauf que bon, c'est pas forcément la meilleure façon de faire. Le flux tendu, c'est faire du flux tiré avec le ultra juste stock. C'est-à-dire que le stock qu'on aura défini, il va nous permettre de fonctionner parce qu'on aura défini tel niveau d'aléa, tel niveau de variabilité. Et donc, si on a une variabilité dans nos variabilités, on va se mettre en défaut. Le flux tendu, quelque part, c'est du flux tiré avec du très juste stock qui fait que la moindre variabilité qu'on va avoir va nous envoyer un signal pour le dire là, tu as un problème, tu as une opportunité de résoudre un problème et d'apprendre. Donc, il faut trouver son juste stock pour pas être en train de ramer en permanence sur les graviers ou sur les rochers. Mais parce que ne pas oublier un truc, c'est oui, on a une philosophie d'apprendre et de résoudre des problèmes, mais au départ, je vous rappelle, il faut quand même livrer le client. Donc, j'ai vécu aussi la même chose que disait Eric, les grands coups de balancier des années 90 où on a trop de stocks, on a trouvé la solution, on arrête d'acheter, ça réduit les stocks, sauf qu'à un moment, pas de stock, pas de production. Donc voilà, faut rester dans cette notion de juste nécessaire. Hein, enfin, on y revient tout le temps, ça fait partie des piliers de l'excellence opérationnelle. Ces processus, évidemment, comme je disais tout à l'heure, on va faire en sorte de pas produire, d'avoir des usines ou des services à production de rebut ou de reprise. Donc, en gros, dans vos processus, à chaque fois que vous faites un truc qui commence par alors, la dernière formation, j'ai un stagiaire qui m'a dit et recycler, c'est pas bien. Si, bon, hormis recycler, mais reprendre, retoucher, rebuter, refaire, rappeler, relancer, ces trucs-là, ça vous fait dire quelque part que vous n'avez pas fait bon du premier coup. Vous êtes obligé de refaire. Et donc, d'essayer de lancer cette culture, de se dire qu'à partir du moment où je refais quelque chose, c'est que j'ai eu un problème. Et l'autre chose, parce que là, on est vraiment dans les principes même du JDoka, et c'est là, c'est un des trucs les plus violents à faire, mais qui sont très importants, surtout en lancement, c'est d'arrêter la production dès l'apparition d'un problème.
Nos amis de Valenciennes qui fabriquent en 3.8 des Yaris, chaque opérateur de la ligne a le devoir de tirer le handon et donc potentiellement d'arrêter la ligne de production quand il y a un problème. Et on voit la conséquence que ça peut avoir sur ces organisations, mais c'est ça la philosophie. Je ne continue pas de travailler alors que je vis avec un problème. Donc là, on voit tout ce que ça entraîne comme organisation autour de ça, mais c'est vraiment quelque chose de fondamental. Sinon, vous mettez en place des collaborateurs compensateurs. Et cette notion de compensation, dans les temps de RSE, dans les temps de RP, de risques psychosociaux, c'est un point aussi très important, c'est que on attend des collaborateurs de leur envoyer un signal et un environnement stable où ils vont pouvoir travailler normalement et passer du temps à essayer de résoudre un certain nombre de problèmes. Mais si finalement, ils ont complètement intégré que dans leur travail était de résoudre des problèmes, il y a un truc qui colle plus là. Donc, on va essayer de faire en sorte de ça, de mettre en place cette culture, d'essayer d'arrêter les refaire, reprendre, retoucher, et se dire, OK, on arrête, on réfléchit, on met un patch et quelque chose d'un peu plus structuré pour que le problème disparaisse assez rapidement. Le principe 6, c'est tâches standardisées. On parle de problème, mais c'est quoi un problème? Un problème, c'est un écart entre ce qui est et ce qui aurait dû être. Si on n'a pas défini le aurait dû être, ben, pas de standard, pas de problème. Donc, quelque part, ce standard, c'est notre façon commune de vivre ensemble. Il va nous faire dire que on va être répétable, on va être fiable. Notre client, parce que le standard il est fait pour le client en premier, c'est dire qu'on va lui limiter sa variabilité. Donc, on va faire en sorte de limiter la variabilité de délai et limiter la variabilité de qualité. Mais quelque part, le standard, on va aussi faire en sorte qu'il soit applicable. Donc, le applicable, il vient parce qu'il est fait par ceux qui font. Comme Eric disait tout à l'heure, c'est ceux qui font, qui savent. Eh ben, c'est ceux qui font, qui écrivent les standards. On a trop de standards qu'on reçoit. Vous savez, le fameux note d'information ou note à appliquer qu'on reçoit, on lit et dit ouais, mais chez moi, c'est pas comme ça. Donc, du coup, le truc que tout le monde pense standardisé n'est pas applicable. Tout simplement parce qu'il n'a pas été écrit par ceux qui font. Donc, on va responsabiliser les collaborateurs en les mettant en position d'écrire eux-mêmes leurs standards. Et c'est là, après, où vient tout de suite le rôle du manager intermédiaire, qui est de faire appliquer les standards. Il ne suffit pas de les écrire et que chacun se dise oui, mais moi, j'ai une meilleure façon de faire. Non, une meilleure façon de faire, ce n'est juste qu'un standard pas appliqué. Si on a une meilleure façon de faire, on en parle, on leur travaille ensemble et on fait évoluer ce standard. Donc, c'est là où on est dans l'intelligence collective, le travail collaboratif, c'est autour aussi de ces améliorations de standards. Et évidemment, le standard est applicable. Je refais le lien avec le SMART et les objectifs. Un objectif n'est jamais qu'un standard. C'est ce qu'on doit faire, mais c'est-à-dire que de temps en temps, on l'atteint l'objectif. Hein. Je ne vais pas refaire ceux qui ont déjà fait mes post-it au-dessus du mur, mais si on ne peut jamais atteindre l'objectif qu'on s'est donné, à un moment, c'est plus les problèmes. C'est pas parce qu'on a eu un problème qu'on n'atteint pas l'objectif. On va se mettre dans un contexte que c'est l'objectif qui n'est pas bon et on ne voit plus ces problèmes. Donc, bon, standard, objectif, SMART, on est d'accord. Le standard, le 5S, c'est un outil qui fait souvent partie des premières choses qu'on fait quand on fait des chantiers d'excellence opérationnelle. Mais pourquoi on fait du 5S? Le 5S est un outil d'excellence et un outil d'efficience. Ce n'est pas un outil pour faire du ménage. Donc, c'est un outil qui va nous permettre de se mettre d'accord de façon collaborative, en collaboration avec les différents acteurs. Et à la fin d'un 5S, on va avoir des standards. Et ces standards, ils vont nous mettre du management visuel. Ils vont nous permettre de voir rapidement si la situation est OK, pas OK.
Et donc finalement, ça va nous amener dans le contrôle visuel de l'environnement de travail, du Gemba, donc de là où se passe la valeur ajoutée. Mais on va avoir ces mêmes notions de 5S sur les tableaux d'affichage. Un tableau d'affichage avec des papiers dans tous les sens, autant dire que personne ne lit, personne ne prend d'informations, donc il ne sert à rien. Eric, je ne dis pas ça pour toi. Un bureau d'ordinateur avec des icônes dans tous les sens, on va passer du temps à chercher son icône. Donc, le principe du 5S, c'est pas de chercher, c'est de trouver. Donc, pourquoi? Parce qu'on va aller vite à l'information, vite au sujet, et c'est voilà, ça va. On est dans ce management visuel pour faire ressortir et aller vite à l'information. Le dernier principe des processus, et c'est là où souvent les opérateurs râlent auprès des services Indus, c'est que ce qui arrive en production est fiable. Donc ça veut dire qu'une des particularités de Toyota dans son mode de conception, c'est qu'on ne réinvente pas la voiture de A à Z à chaque fois. On fait des améliorations, il y a une partie des équipements qui sont éprouvés et utilisés. Alors que ce soit des produits finis, c'est-à-dire que des équipements, les freins, les tableaux de bord ou ce genre de choses, mais aussi des équipements industriels. Ceux-là, ils sont fiables. On sait qu'on ne va pas mettre un truc expérimental en production. Si on fait ça, alors soit on l'a bien travaillé en amont, mais sinon on va lancer de la variabilité, on va demander à nos opérationnels de compenser, etc. On est reparti dans la boucle. Donc, on va mettre des choses éprouvées et stabilisées. Donc, d'où les importances des phases de ramp-up sur les processus d'innovation, avec, dans ces processus de ramp-up, les processus d'arrêt au premier défaut, résolution de problème, pour que le moment où on est en phase de run avec nos opérationnels, le produit il soit déverminé. Alors, le produit ou les équipements. Donc ça, c'est ces vrais grands principes qui vont nous donner de la stabilité dans nos processus. Alors, ces grands principes et ces opérationnels ne fonctionnent bien aussi parce qu'il y a des individus autour de ça. Eric, je te laisse reprendre la main. Donc là, on est effectivement dans le troisième P correspondant au people, à l'ensemble des collaborateurs qui vont travailler sur l'ensemble des process. Donc il y a une notion au niveau de l'organisation dans les structures, je dirais, lean de leader ou de team leader. Ce sont des gens qui n'ont pas forcément toujours d'ailleurs un lien hiérarchique avec l'ensemble des opérateurs ou l'ensemble des équipiers, mais par contre, ils sont en charge je dirais, de faire vivre l'équipe et puis surtout de former les équipiers aux fameux standards dont a parlé, Cyril. Un autre principe concerne, lui, on va dire très clairement le plan de développement des compétences, c'est-à-dire comment s'assurer que quand on envoie en fait une personne sur une activité d'un processus, eh bien, il ait le bon niveau de formation, la bonne compétence, la bonne formation pour pouvoir assurer, là, pour le coup, par le respect des standards, parce qu'il aura été fermé sur les standards, de s'assurer que le bon geste est fait et donc que la qualité sera aussi, je dirais, au rendez-vous. Il y a une notion aussi de développement de culture sur ces sujets-là, d'alignement, de partage, d'entraide aussi entre l'ensemble des collaborateurs. Et puis le dernier principe, c'est aussi un principe qui est décliné, je dirais, pas uniquement pour respecter les partenaires, c'est aussi de ce qu'on entend au niveau des principes du TPS, c'est Respect for People, c'est-à-dire que effectivement, on est dans un monde business, c'est clair, mais la vision qu'on peut avoir, c'est que c'est pas en pressurant ses fournisseurs qu'on va obtenir
une durabilité sur un long terme. Il y a même des exemples où les fournisseurs sont tellement pressurés qu'ils en sont à déposer le bilan. Et puis, bien évidemment, comme la politique achat était du monosourcing, il n'y a plus de fournisseurs. Et puis, il faut aller chercher un autre fournisseur en catastrophe, etc., etc. Donc, vous voyez, il y a une notion de, on est dans le business, donc effectivement, on fait des affaires, mais pour autant, il y a une notion, et on retrouve là la vision long terme, il y a une notion de, on va dire, de partenariat, euh, et il y a tellement même une notion de partenariat que on en est même sur certains projets à intégrer les fournisseurs, euh, c'est tout ce qui traite du concurrent engineering, dans lequel on fait en fait le développement produit avec le fournisseur qu'on a intégré en amont. Donc c'est pas pour le pressurer derrière. Voilà. Il y a cette voire même notion-là. le client. Pardon? Voire même le client. Oui, oui, mais même le client. Donc, en fait, c'est cette notion de respect, on va dire, et de faire du business avec une certaine, euh, voilà, une certaine bienveillance. Ça ne veut pas dire que de temps en temps, il ne faut pas négocier durement, bien évidemment, mais en tout cas, il y a cette notion qui est importante. Alors, Il y a il y deux, trois a, questions qui ouais, sont très pertinentes là. alors, comment valoriser les talents, les évolutions? Alors, là, là, toujours la question de savoir si la rémunération est un élément de motivation. Personnellement, je pense que la rémunération est un élément de démotivation. C'est-à-dire qu'il y a une notion de contribution-rétribution. Si quelqu'un sent que sa contribution n'est pas à la valeur de la rétribution de l'entreprise, là, il peut y avoir un écart. Ce sont des sujets qui ne sont pas simples. Il n'y a pas que la rémunération qui fait. C'est un élément qui est important. Après, il y a l'autonomie. C'est-à-dire, moi en tant que collaborateur, et même si je ne suis pas forcément situé dans des niveaux hiérarchiques importants, je dois pouvoir considérer que mes managers me font confiance et que j'ai une certaine autonomie, pas indépendance, mais une certaine autonomie dans mon périmètre, et que j'ai toute autorité, comme le disait Cyril, pour dire, attendez, là, vous m'amenez un process, mais votre truc, il ne tient pas debout, donc je dois pouvoir, je dirais, de par mon expérience, de par euh, le fait que j'ai des idées et je suis capable de les énoncer, il faut qu'on m'écoute. Donc il y a le fait d'être écouté, le fait d'avoir une autonomie dans son poste, la notion de responsabilisation, la notion aussi de, comment dirais-je, de feedback, et pas uniquement un feedback lorsqu'il y a des erreurs qui sont faites, mais plutôt des feedbacks positifs pour essayer d'engager les collaborateurs. Après, il y a toujours, je dirais, une approche qui est ce qu'on appelle le pont de l'engagement, c'est-à-dire qu'est-ce qui va faire qu'un collaborateur va s'engager. Ben, il faut des valeurs, il faut qu'il y ait un socle de valeurs, de la confiance, de la vision, ça apporte de l'énergie et de l'envie. Et quand on a de l'énergie et de l'envie, on s'engage. C'est un peu théorique comme schéma, mais globalement, on retrouve quoi? On retrouve valeur, qui est importante quand même dans la notion de TPS. On retrouve vision, et qui est vision à long terme. On retrouve confiance, parce que la moindre des choses, c'est quand même que mon manager il me fasse confiance et vice-versa. Et puis s'il y a tout ça, eh ben, on peut admettre qu'on va avoir de l'envie, de l'énergie, on va s'engager. Voilà. Donc, c'est jamais simple, parce que chaque cas est un cas particulier, mais encore une fois, la rémunération est un élément, mais aussi l'autonomie, le sens qu'on va donner au travail en est un, je dirais, en est un autre. Je rebondis sur une autre question de Jérôme sur la partie de leader. Donc les leaders, ça peut être le management, mais pas forcément. Ça peut être un opérationnel qu'on fait ressortir, un talent qui a été identifié lors d'un chantier d'amélioration et on va se dire, bah, celui-là, on va le faire grandir et il va devenir
coordinateur local, notre référent 5S, etc. Mais quelque part aussi, il y a toute cette notion d'accompagnement du management intermédiaire qui n'est pas une mince affaire. D'ailleurs, je vous renvoie à une webconf précédente sur justement l'importance du management intermédiaire et justement de leur engagement et de l'énorme contribution qu'ils ont dans tout ce qu'on est en train de raconter. Mais je ne vais pas refaire le sujet du management ici parce que ça fait l'objet de beaucoup de modules de formation chez nos clients qui sont aussi en beaucoup de demandes d'accompagnement de leur management intermédiaire. Le quatrième principe qui est de résoudre les problèmes, donc on en a déjà beaucoup parlé dans les autres principes, c'est aller voir sur le terrain. Alors moi je dis toujours aller voir avec ses pieds, c'est-à-dire il y a un problème, montre-moi. Donc aller voir par soi-même la situation avec les opérationnels et finalement celui qui va être en charge de recevoir le problème doit connaître son terrain de jeu. Ça, on retourne un peu sur les formations, sur le rôle du management intermédiaire. Et donc, c'est de ne pas se satisfaire de problèmes non factualisés ou d'avoir le problème. À un moment, il faut avoir le problème dans ses mains. Alors que ce soit la pièce, le dossier, le truc, montre-moi ce qui s'est passé, comment c'est là. Et finalement, c'est ça, c'est aller voir sur le terrain. Et puis, il y a ces notions d'accompagnement de la personne qui est en train de vous montrer un problème et d'avoir des fois, en termes de management, des relations de coach, de ne pas forcément lui répondre à son problème, mais de lui poser 2-3 questions pour savoir comment lui il ferait. Et donc, on revient sur la question comment impliquer les gens en étant aussi source de propositions pour résoudre leurs problèmes. Donc, vous voyez, tout se boucle finalement dans tous ces différents principes. On va essayer de prendre des décisions dans le consensus, mais à un moment, il faut trancher. C'est-à-dire qu'on travaille ensemble, pour comprendre pourquoi on a eu le problème, quelle solution sera la meilleure pour résoudre ce problème. Et une fois que le groupe a pris la décision, qu'on a trouvé le consensus, ça devient notre nouveau standard. Donc, prendre les décisions dans le consensus ne veut pas forcément dire qu'on prend du temps, mais on prend du temps pour avoir un consensus et après, on l'applique rapidement. Donc, c'est pas parce que faire les choses consensuellement, sauf dans les missions locales d'accompagnement du gouvernement où ça prend du temps, mais faire un groupe de travail ne veut pas faire dire perdre du temps. Ça, c'est important. Et puis, le dernier, c'est que l'amélioration continue et permanente, c'est-à-dire qu'on va parler d'organisation apprenante, d'entreprise apprenante, mais où finalement, on va se poser des questions, on va avoir un environnement propre, stabilisé, lisible. Moi, j'aime bien parler d'entreprise lisible, c'est-à-dire que n'importe qui d'entre vous qui visite une entreprise qu'il ne connaît pas doit être en mesure de se dire, tiens, est-ce que la situation est OK, pas OK? Pas OK, chic, un problème. Et on commence à tirer la ficelle, à essayer de chercher pourquoi. Et on est en permanence en train de remettre à jour nos standards. Et donc, finalement, on va retrouver ce que moi j'appelle la machine à laver de l'excellence opérationnelle du Lean du TPS. On a un standard, ce standard nous déclenche un écart au standard. On a des moyens de pilotage qui vont nous permettre de détecter rapidement, le management visuel en est un, nos problèmes. On a nos équipes locales qui vont réfléchir à comment on pourrait améliorer notre problème et trouver une solution. Si ce problème devient un problème récurrent, ça va initier un chantier d'amélioration, ce qu'on appelle nous nos percées Kaizen, mais des chantiers où on va dire là, il faut faire un groupe de travail qui finalement met à jour le standard. Et on est dans cette boucle permanente de l'excellence opérationnelle et de cette mise en culture de l'entreprise. Je rebondis sur la phrase de Franck. Donc Winston Churchill a dit, pour prendre une décision, il faut être un nombre impair et 3, c'est trop. En fait, l'intelligence collective, c'est prendre une décision éclairée, mais je suis assez d'accord qu'à la fin, il faut bien quand même un décideur, parce qu'il y a la prise de décision, elle est. Ce qui doit être partagé, c'est effectivement comment on éclaire une prise de décision. Mais à la fin des fins, il n'y en a qu'un qui décide. Alors ça peut être subtil, mais.
et c'est là aussi où il y je a me cette rappelais plus notion de de sa phrase, mais sponsor. c'est ouais. Cette notion de sponsor, quand le groupe n'arrive pas à se décider, il y a un sponsor qui Ouais. décide et à un moment, voilà. Mm. Bon, on va faire rapidement, parce qu'on Oui, la passe, on parle TPS, on parle Lean. ouais. Hein. Alors, bon, juste très très rapidement, là en fait, on vous a mis un petit peu une synthèse des, des- des différentes bibliographies qui bon, tentent de faire une différence entre le TPS et le Lean. Bon, nous, la vision qu'on a, c'est que, enfin, en tout cas chez Excel, c'est qu'on essaye de faire de ce qu'on appelle du lean original, c'est-à-dire de s'ancrer sur l'ensemble des différents principes qui ont été exposés précédemment. Sachant que ce qui peut être parfois un peu confusing ou un peu problématique, c'est que quand on regarde les écrits à l'époque notamment de Taishi Ohno, qui est le pape du TPS, on a quand même beaucoup cost réduction, cost réduction, cost réduction. Et ça, je pense qu'il y a une interprétation qui a été faite de dire on va utiliser Lean pour réduire les coûts. C'est pas complètement faux, c'est pas complètement vrai. D'ailleurs, Taishi Ohno dit les coûts, ils sont pas faits pour être calculés, ils sont faits pour être réduits. Donc là, il met 3 claques à toute la compta analytique d'ailleurs. Mais ce qui veut dire par là, c'est de quel coût on parle. Et en fait, là, on est sur du gaspillage, c'est-à-dire le rework, le reprocessing. Ces 8 gaspillages qui ont été, je dirais, édictés par, par Toyota hein, sur la surqualité, la surproduction, etc. Et en fait, c'est de ces coûts-là dont on parle. Parce qu'à un moment donné, de toute façon, les salaires, il faut les payer, les fournisseurs, il faut les payer, les énergies, il faut les payer. Et donc, rentrer dans une logique systématique de réduction du coût unitaire n'a pas grand sens. Il faut le prendre le sujet d'un peu plus, un peu plus global. Et même si effectivement, dans les écrits à l'origine des penseurs Toyota, on a beaucoup le mot de cost reduction, de réduction des coûts. Par contre, vous voyez aussi à côté, il n'y a pas de layoff, il n'y a pas de licenciement. C'est-à-dire, si vous faites un Kaizen dans un environnement où ils sont 5, et puis de 5, en équilibrant via des diagrammes du Yamazumi, etc., on arrive à équilibrer, et puis de 5, on passe à 3, les deux, on ne les vire pas. On les met sur des opérations différentes, etc. Donc c'est tout ça qu'il y a. Et ça peut être parfois subtil parce que des fois, on peut même être sollicité, on a des problèmes de masse salariale, donc on va faire du lean pour réduire les coûts. Bon, on n'est pas sur des sujets simples de toute manière. Donc voilà, donc il y a le TPS qu'on appelle le lean originel, et puis en fonction des penseurs et des auteurs, il peut y avoir comment dirais-je, des orientations un petit peu différentes. Donc vous aurez de toute façon la présentation. Le slide que vous voyez là est un slide qui a été fait par le professeur Bob Emiliani, qui est assez connu dans le monde du Lean. C'est un académique, hein. Donc là, c'est plutôt une vision académique des différents courants de pensée autour, je dirais, du lean management. Donc on peut passer. Cyril? Oui. Donc, on peut se poser la question finalement du TPS aujourd'hui dans l'environnement 2022 et plus, en se posant la question, mais on entend parler d'écologie, de green, on parle à juste titre de RSE, il y a le digital, l'industrie 4.0, dans tout ça, finalement, euh, est-ce que c'est toujours d'actualité? Alors, pour nous, la réponse est éminemment claire. La réponse c'est évidemment toujours d'actualité, avec bien sûr des changements, parce qu'on n'est plus en 1950, mais dans les fondamentaux même de ce qu'on a dit, produire au juste nécessaire, c'est green. Enfin, c'est totalement quelque part un Compatible, compatible. non-sens ou presque de dire qu'on veut faire du lean différent, green ou quelque chose d'autre, quel que soit le nom qu'on lui donne. Mais pour nous, c'est la pensée même originelle.
d'utiliser ce mot frugal qui est aussi très utilisé en ce moment, d'aller vers de la frugalité, c'est Lean, quoi. Enfin, c'est même la pensée même. Le RSE, faire en sorte que nos collaborateurs soient bien, j'ai envie de dire oui. Alors, on va dire oui, le standard, c'est de l'enfermement de l'humain dans un modèle de pensée où il n'a pas le droit de faire autre chose. Ça, c'est aussi les grands adages de certains médecins du travail qui font une philosophie ou une vision assez partielle. Mais si on dit oui, le standard, mais c'est une façon de donner de la stabilité, d'éviter de la variabilité pour les opérateurs et de leur donner une opportunité de le faire progresser, de les impliquer, c'est Lean. Enfin, voilà. Bon, alors, il y a d'autres branches qui sont un peu moins, mais travailler son bilan carbone, c'est Lean. Enfin, voilà, c'est des choses comme ça. Et puis, depuis, forcément, il y a des choses un peu plus nouvelles, le digital et la 4.0. Mais si on a trouvé des choses un peu digitalisées qui vont faire que nos relevés de données, on les fait plus à la main, mais on les fait en automatique, c'est une façon de réduire, c'est des nouveaux gaspillages qui n'existaient pas en 1950 et que maintenant, des outils du digital nous permettent d'améliorer. On va faire juste une parenthèse sur le digital. Attention, il y a eu des penseurs, et à juste titre, qui disaient que l'informatisation n'était pas Lean. Pourquoi? Parce qu'on a tendance à planquer dans son ordinateur les informations, et ça, oui, c'est pas Lean. C'est-à-dire que pour voir les problèmes, il faut que les problèmes soient partagés et appliqués par tous et vus par tous. Et donc, si on les cache dans le système informatique, on a plus de mal. Et c'est une des difficultés des sociétés de services où l'État ont disparu au préfet des spools, des boîtes mail et des trucs comme ça, et qu'à un moment ou un autre, nos organisations doivent faire ressortir le visuel de tout ça. Bon, tout ça pour dire que je pense que l'excellence opérationnelle, le Lean, le TPS a encore de beaux jours, et c'est quelque chose qui est en mouvement aussi pour garder notre agilité et notre flexibilité justement dans le monde dans lequel on vit. Une petite phrase de conclusion sur XL Group? En fait, donc effectivement, Cyril a répondu. Si est-ce que le TPS il est soluble aujourd'hui dans le en 2022 et dans ce qu'on vit, on pense qu'il est toujours d'actualité parce que il y a un certain nombre de fondamentaux que nous on qualifie quelque part d'un variant. On a essayé de les noter ici, c'est-à-dire observer le terrain. Oui, enfin, je veux dire, si on prend des décisions dans une salle complètement déconnectée du terrain, à 80%, on va raconter des conneries. Faire avec les gens. Bon, c'est Respect for People, c'est très compatible avec du RSE du vrai, hein, pas uniquement de mettre un baby-foot. J'ai rien contre les baby-foot, mais c'est pas suffisant. Réduire les gaspillages. Mais comme le disait Cyril, le lean, il est durable par essence. On va pas, et quand on dit les gaspillages, et je pense que c'est aussi très prégnant et très pertinent aujourd'hui, c'est-à-dire que sur des process où on est énergivore, ma foi, réduire les gaspillages, ça donne du sens. Résoudre les problèmes, on en a longuement parlé, c'est d'ailleurs même le cœur même du système du TPS, hein, c'est la résolution de problèmes et comment embarquer les gens sur la résolution de problèmes. Inscrire l'amélioration continue comme une stratégie. Alors là, on utilise une japonaiserie, si je puis dire. On a essayé de pas trop le faire. C'est le Hoshinkori. En fait, c'est le déploiement stratégique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est de faire le lien entre la stratégie de la boîte et les Kaizen terrain qui s'opèrent, je dirais, au fil de l'eau. Donc là, il y a une approche, hein, qu'on appelle le déploiement stratégique ou en japonais Shinkanri. Et puis tout ceci, pourquoi? À condition effectivement d'avoir respecté et d'engager ses collaborateurs, ses partenaires, ses fournisseurs. Tout ceci pour apporter de la valeur aux clients. Parce que quelque part, c'est quand même, in fine, et quelles que soient, je dirais, nos activités, que ce soit des activités de logistique, de manufacturing, de production, de service, à un moment donné, j'ai un client qui doit être content et qui doit être content de revenir
chez nous parce qu'il est bien servi, il a le bon produit, le bon coût, le bon délai, etc., etc. C'est la fameuse valeur client qui est un des piliers, entre guillemets, du TPS. Et pour conclure, on ne pourrait pas faire une conf sur le TPS en citant, je dirais, Taishi Ono. Cette phrase, elle est. Alors, je vais la lire, hein, on peut la lire ensemble. C'est pourquoi ne pas faciliter le travail et le rendre plus intéressant pour que les gens ne transpirent plus. Le style Toyota ne cherche pas à créer des résultats en travaillant dur. C'est un système qui ne fixe pas de limite à la créativité des gens. Les employés ne vont pas chez Toyota pour travailler, ils y vont pour penser. Bon, Taishi Ono avait un caractère un peu démonstratif et puis, je dirais, voilà, il était un peu dans des symboles lyriques. Mais en fait, c'est ça. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on peut mettre l'ensemble des collaborateurs dans un truc qui turbule moins? Après, on n'est pas dans le monde des bisounours, hein. Des dysfonctionnements, il y en aura toujours. Même chez Toyota, il ramène des bagnoles, hein. Donc, il rappelle des bagnoles. Donc, il ne faut pas non plus tomber dans une vision idyllique des choses. Mais en tout cas, le fait de se dire, j'ai des collaborateurs qui transpirent plus, dont une partie de leur temps est consacrée à faire l'amélioration continue. À ce titre, pour ceux que ça intéresse, l'usine d'Onin, près de Valenciennes, est visitable. Comme il dit chez Toyota, c'est pas une destination, c'est un voyage, le Lean. Voilà, ça s'arrête jamais. Et quand vous rentrez, même pour nous qui sommes des passionnés, et ça fait un certain nombre d'années qu'on fait ça, vous rentrez dans l'univers, et c'est vrai que c'est une usine qui est assez impressionnante. Alors, ça n'empêche pas que vous voyez des mecs avec un casque marqué CFDT, hein, il n'y a pas de problème. Mais par contre, vous sentez le standard, vous sentez la résolution de problème, vous la voyez même. Euh, c'est impressionnant l'endroit où ils stockent la non-qualité, les voitures de non-qualité, vous pouvez mettre que 3 voitures. Le top 10, je me rappelle quand on avait visité le top 10 des 10 voitures les plus en retard, je crois que la voiture la plus en retard avait 3 minutes de retard, enfin bon, etc., etc., etc. Alors après, voilà, hein, encore une fois, on n'est pas en train de décrire un monde idéal, mais je trouve que voilà, pour les gens passionnés de l'amélioration continue, passionnés de Lean, c'est vraiment une très bonne, je dirais, une très bonne expérience. Voilà. Voilà, alors on a un petit peu, on a débordé, hein, mais voilà, on espère que ça vous a plu. Alors, c'est vrai que d'habituellement, on a des webconf qui sont un peu plus orientés terrain. Là, on a fait peut-être un peu de philosophie. Vous l'aurez compris, on est convaincu que le TPS a encore de l'avenir devant lui. Voilà. Merci. Bah, merci beaucoup en tout cas Cyril et Eric pour cette webconférence. Merci à tous pour votre participation. On a un petit peu empiété sur le temps, mais voilà, c'était pour la bonne cause. Brièvement, du coup, vous pouvez voir les prochaines dates de nos webconférences jusqu'à la fin de l'année. Nous aurons une webconférence sur le Lean et usine du futur le 28 octobre, une webconférence sur une démarche Lean est-elle cohérente avec un engagement RSE le 18 novembre, et une webconférence sur le Lean Finance pour finir l'année le 16 décembre. Voilà, merci à tous en tout cas pour votre participation. Comme je vous disais, vous recevrez bien le replay et les slides lundi dans la journée. Et je vous souhaite à tous un bon appétit et un bon week-end. Merci. Au revoir, merci à tous.